Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Merci à tous pour vous être inscrits. Vous êtes déjà assez nombreux à nous rejoindre d'un petit peu partout sur la planète. Le sujet aujourd'hui, c'est expatrier, pourquoi investir dans l'immobilier en France avec notre expert, donc Manuel Ravier, qui est le cofondateur de l'agence investissementlocatif.com, entrepreneur, conférencier, investisseur en France depuis plus de 10 ans. Je vais bien sûr évidemment lui passer la parole très vite. Je voulais juste vous rappeler que, évidemment, vous pouvez poser vos questions. Donc, il y a un petit onglet en bas à droite, questions. Donc, voilà, les questions sont les bienvenues. Vous pouvez aussi nous dire, pour commencer peut-être ce webinaire, un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est le matin chez vous en Amérique ou est-ce que c'est le soir en Asie? Dites-nous, faites-nous un petit peu un petit coucou, un petit signe pour nous dire où vous êtes. C'est toujours sympa. On a la chance avec le journal.com d'avoir des lecteurs dans le monde entier. Ce webinaire sera disponible en replay dans les minutes qui suivront la fin de la session, la fin de la visio. Donc, on a à peu près 1 heure ensemble. On dépassera peut-être un petit peu en fonction des questions. Mais voilà, l'objectif, évidemment, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions à Manuel et puis qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Voilà, on a Anthony qui est à Dubaï. Il est 15 heures à Dubaï. Bonjour Anthony. Et puis également, donc, je disais que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, sachez qu'il sera disponible en replay. Vous pouvez aussi le faire connaître, évidemment, à vos amis, connaissances, collègues qui ne peuvent pas y assister aujourd'hui en live et qui ne se sont pas inscrits. Il sera disponible notamment sur YouTube et dans un article du petitjournal.com dans les prochains jours. Vous le retrouverez sur petitjournal.com dans les prochains jours. Voilà, donc on a Oriane à Buenos Aires, Doris à Sainte-Lucie, Émilie à Singapour, Mélissa qui est à Istanbul. Voilà, bon, merci à tous. Continuez à nous faire signe et puis posez vos questions. Je vais passer la parole à Manuel pour qu'il se présente et qu'il nous dise un petit peu également ce qu'est investissementlocatif.com. Alors, merci beaucoup Hervé, bonjour à tous. Donc, je commence par vous faire un petit coucou. Alors, vous voyez qu'il y a des palmiers derrière moi. Je ne suis pas en France, une fois n'est pas coutume. Habituellement, je suis à Paris, je vais vous parler d'immobilier en France. Vous n'êtes pas trompé de webinar. Mais je suis depuis quelques jours à Porto Rico et d'ailleurs, il est très tôt. Il est 7 heures du matin là, à l'heure où je vous parle ici. Et surtout, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Ah, Donc voilà, là, c'est passé pour l'anecdote. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet préféré, qui est l'investissement immobilier. Comme Hervé l'a dit, j'ai une double casquette, une casquette à titre personnel puisque je suis investisseur immobilier. J'ai investi dans différents types d'immobilier locatif puisque je détiens aujourd'hui de l'immobilier de location de bureaux, je détiens de l'immobilier d'habitation, je détiens des colocations. Voilà, donc de l'habitation et du commercial. Et j'ai environ 70 lots que j'ai accumulés au fur et à mesure des années. On pourra en parler. Et c'est vrai que cette casquette-là, elle intéresse souvent nos clients investisseurs parce que quand on investit dans l'immobilier, souvent on se pique au jeu et on veut aller plus loin. Et donc souvent les clients viennent me voir en me disant, mais toi Manuel, de ton expérience personnelle, comment tu as fait pour passer de 1 lot, 2 lots, 3 lots et accélérer pour avoir beaucoup plus de lots que ça. La deuxième casquette, et Hervé, tu l'as très bien dit, j'ai fondé une société en 2012, une société qui est leader dans l'investissement locatif clé en main. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? On a inventé une nouvelle façon d'investir en 2012. Cette nouvelle façon d'investir, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va vous aider, vous qui êtes à l'étranger ou d'ailleurs en France, parce qu'on a aussi des clients sur place, on ne s'adresse pas que aux non-résidents, eh bien, on va vous aider à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, on va faire la recherche d'un bien intéressant, des côtés, souvent un bien en fait qui nécessite des travaux. On va restructurer le bien avec des plans, un cahier des charges travaux en fonction de nos standards. Donc, ceux qui connaissent notre site savent qu'on a des standards assez élevés, encore une fois, dans un objectif locatif, mais avec une valeur perçue qui est très élevée pour les locataires ou les futurs locataires. Et ensuite, donc, on va faire recherche du bien, on va faire suivi des travaux de rénovation, ameublement, décoration, et on peut louer et gérer les biens. On est présent aujourd'hui dans une vingtaine de grandes villes en France, notamment Paris, Bordeaux, Lyon, région parisienne. Qu'est-ce que j'oublie? Nantes, Rennes, Lille, Marseille, Toulouse, enfin bon, dans énormément de grandes villes en France. Et on a vocation vraiment à vous accompagner de A à Z. On a une plateforme, une application native. Donc, on a développé une application mobile dans laquelle vous suivez tout votre projet, vous parlez avec notre équipe. Et on a vraiment une grosse équipe derrière puisqu'on est 120 collaborateurs aujourd'hui. Un ordre de grandeur, l'an dernier, on a fait à peu près 500 projets. Un projet, c'est quoi chez nous? Ça va de l'appartement avec un ticket d'entrée, on en reparlera, je pense, pendant la conférence, de 100 000 euros jusqu'à des immeubles entiers, puisque là, on a un projet de 26 appartements, par exemple, dans un seul immeuble, 700 mètres carrés. Donc là, ça commence à être du sérieux en termes de rénovation. 700 mètres carrés à rénover, c'est un peu un autre challenge pour nos équipes. Donc voilà, on sait s'adapter au budget des clients, à leur souhait, à leur volonté d'investir dans des zones
plus patrimoniales, des zones plus à rendement. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous parler des atouts de l'investissement locatif en France. Et je vais essayer de parler sans langue de bois. Mon but, je le dis toujours, et j'ai une démarche d'évangélisation du marché, c'est-à-dire que mon but n'est pas de vous dire il faut investir avec nos services. Mon but, en revanche, est de peut-être vous amener à vous questionner et que vous puissiez vous dire, en fait, l'investissement en France, ça peut être intéressant que vous le fassiez avec nous, que vous le fassiez tout seul, peut-être avec vos proches ou si vous avez l'occasion de revenir en France dans ces périodes un petit peu spécifiques de confinement. En tout cas, c'est que vous puissiez avoir ce déclic, que vous puissiez aujourd'hui mettre en place ce qu'on va appeler un système qui va derrière capitaliser sans effort une fois le projet lancé et qui va vous permettre d'être plus à l'aise à la retraite, puisqu'il y a des gros sujets sur les retraites, notamment pour les non-résidents, ou même avant, puisqu'on a aussi des opérations qui génèrent chaque mois ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc, une fois que vous avez encaissé vos loyers, que vous avez payé votre crédit, il vous reste de l'argent. C'est ce qu'on appelle le cash flow positif. Voilà, donc on va traiter tous ces sujets-là. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai autant que possible et j'espère qu'on dépassera pas trop, sinon je vais me faire tirer les oreilles, mais on va essayer de faire le maximum. Voilà. Allez, effectivement, merci Manuel, cher lecteur. Je vois Audrey, Karine qui sont en Allemagne, Hélène qui est à Turin. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Vous avez la chance d'avoir Manuel avec vous là pendant 1 heure. Donc, vous avez certainement des projets immobiliers où vous êtes intéressé évidemment par ce sujet pour en savoir plus, pour voir comment ça se passe, pour voir quelles sont les différentes possibilités en fonction de vos situations. Donc, c'est le moment. On compte sur vous pour poser les questions. Moi, je vais peut-être, Manuel, te poser une première question qui est quels sont les principaux avantages de l'immobilier locatif par rapport à d'autres placements? Et surtout, est-ce que la situation actuelle avec cette pandémie, est-ce qu'elle a affecté les prix de l'immobilier? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça bouge? Et est-ce que ça reste un bon placement vu la situation? Alors, je vais répondre en 2 étapes. Le premier avantage de l'immobilier locatif par rapport à d'autres supports qui peuvent être quand même intéressants. Je suis pas du tout là, je déteste dire du mal d'autres supports, donc je ne le ferai pas parce que je ne pense pas de mal. Je ne vais pas opposer l'immobilier, la bourse, l'immobilier, l'or. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être toujours diversifié avec son argent et on le voit dans ces temps de crise. Plus on est diversifié, mieux c'est. Je vais simplement donner quelques atouts de l'immobilier par rapport à d'autres placements, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas diversifier. Moi-même, et je finis sur ce petit disclaimer, moi-même j'ai investi dans l'or physique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube récemment où j'en parle. J'ai investi en bourse. Donc voilà, il faut essayer de se diversifier au maximum. L'intérêt de l'immobilier, l'intérêt principal, il y a un double intérêt. Le premier, c'est que c'est un actif qui est tangible. C'est-à-dire que ça répond à un besoin, l'immobilier, un besoin de logement. On le voit, la population française augmente et malheureusement, on n'arrive pas à suivre en termes de construction de logements, on n'arrive pas à suivre la demande et l'augmentation de la population. Donc, ça répond à un besoin qui est un besoin clair aujourd'hui dans les grandes villes françaises, sauf si vous investissez bien sûr en race campagne où là, ça peut devenir un petit peu désertique. Encore que, avec le Covid, il y a des endroits qui se redynamisent, on en reparlera. Mais ça répond à un besoin. Tout le monde a besoin de se loger depuis toujours. À l'époque, on habitait dans des grottes. À l'époque de la préhistoire, aujourd'hui, on habite dans des logements. On a besoin de logements et la population augmente et on n'arrive pas à suivre avec la construction dans le neuf. D'ailleurs, il y a des gros sujets sur la partie construction de neuf, puisque plus que jamais, avec les dernières élections municipales, on a eu énormément en France, je ne sais pas si les gens qui sont à l'étranger ont suivi ça, mais on a eu énormément d'écologistes qui sont arrivés au pouvoir, qui ont été élus dans les municipalités et qui ont bloqué, en tout cas beaucoup bloqué, pas tout bloqué, mais beaucoup bloqué les constructions neuves. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a besoin de créer du logement et malheureusement, on ne va pas pouvoir suivre, en tout cas dans les prochaines années, on n'est pas du tout dans une voie où on va augmenter considérablement la création de logements neufs. Donc, il y a une inquiétude. Donc, ça veut dire que la demande va être soutenue. On est sur un investissement où vous allez avoir des clients, donc des locataires, qui vont avoir besoin, qui ont un réel besoin, un besoin fondamental, celui de se loger. Donc, a priori, c'est un investissement qui est durable. C'est parce que c'est un investissement durable et qu'il y a un actif tangible que les banques vont accepter de vous prêter. Les banques ne vont pas vous prêter pour investir dans l'or, elles ne vont pas vous prêter pour investir en bourse parce que ça serait beaucoup trop risqué. En revanche, elles peuvent vous prêter pour investir en immobilier parce que tout simplement, elles vont prendre une hypothèque sur ce bien et donc ça va vous permettre demain, en cas justement, eh bien, si malheureusement vous ne remboursez plus votre crédit, ça va permettre à la banque de se rembourser, de saisir le bien. Et parce que l'actif, elle part du principe que l'actif sera toujours là, puisque quand on regarde les courbes d'augmentation de l'immobilier sur la durée, si on prend une courbe sur 50 ans, ça ne fait qu'augmenter. Alors, bien sûr, c'est pas linéaire, hein, il y a des petites cassures, ça reprend, etc. Mais c'est un actif qui est jugé particulièrement sûr par rapport à d'autres actifs. Troisième point et troisième avantage, l'immobilier, vous allez encaisser des loyers. Donc, vous achetez un bien,
Donc, il y a une valeur patrimoniale qui va augmenter dans la durée, on l'a vu. En tout cas, c'est ce que nous disent les courbes, hein, même si j'ai pas de boule de cristal sur le futur proche ni le futur lointain, mais l'immobilier a toujours augmenté. Et a priori, ça va être encore plus le cas. On va en reparler. Donc, restez bien dans cette conférence parce qu'on va reparler notamment de la création monétaire et de son impact. Mais le point important, c'est aussi que vous allez en plus encaisser des loyers. Donc, ça, c'est le même système qu'en bourse. En bourse, vous encaissez non pas des loyers, mais des dividendes. En immobilier, vous encaissez des loyers. Et ces loyers, en fait, c'est ce qui va vous permettre de rembourser le prêt. Donc, c'est quand même un truc incroyable. On dit souvent à nos clients, la banque va vous financer un bien, le locataire va le rembourser. Et nous, on est en mesure, chez Investissement Locatif, de gérer toutes les étapes pour qu'il y ait le moins de friction possible et que l'opérationnel de votre opération, c'est-à-dire rechercher le bien, suivre les travaux, gérer les démarches notariales, etc., tout ce qui est en fait moins sympa, puisse être géré pour vous. Donc voilà, c'est la promesse de ce qu'on fait. Et donc voilà, vous allez pouvoir avec un apport, parce que quand on est non-résident, on va reparler, je pense, du crédit Hervé, parce que c'est un vrai sujet. Comment emprunter quand on est à l'étranger? Est-ce qu'on peut se financer, etc. On va le voir juste après. Mais oui, les banques vont vous prêter, mais elles vont vous demander un apport. Et le but, en fait, moi, ce que je préconise, c'est que une fois que vous avez mis en route votre opération, moi je le vois vraiment comme une fusée. Il faut imaginer, moi je le vois comme ça pour mes projets à moi. Donc c'est pas pour faire tout le temps des analogies, mais vous lancez votre projet. Donc au tout début, il faut du carburant. Le carburant, ça peut être nous, ça peut être l'énergie que vous allez injecter vous dans le projet si vous gérez tout seul le projet. Ça va être la recherche du bien, ça va être gérer les démarches administratives, et il y en a malheureusement. Ça va être gérer les travaux, gérer jusqu'à la mise en location. Et une fois que la fusée est lancée, eh bien elle est en orbite. Et là, là, vous allez encaisser sans rien faire. Si, il faudra gérer les futurs changements de locataires, etc. Mais vous pouvez déléguer tout ça à notre agence ou à n'importe quelle agence de gestion classique. Et demain, votre patrimoine continue à se rembourser. Et chaque mois, et c'est un truc qui est juste fabuleux, c'est une martingale, quoi. C'est chaque mois, vous remboursez votre crédit avec le loyer, votre patrimoine se développe avec l'augmentation, vous ne faites plus rien et vous vous enrichissez. Et quand vous mettez en place ce système-là, que moi je trouve juste incroyable, moi je l'ai mis en place et j'ai ce qu'on dit en anglais, j'ai scalé. Alors c'est un peu un anglicisme comme on dit, mais moi je l'ai fait sur de nombreux biens. Et en fait, quand je regarde chaque année, parce que je fais ma déclaration comptable, combien j'ai remboursé à la banque, je vais juste avancer parce que je suis un peu brûlé par le soleil portoricain. Hop, soleil de 7 heures du matin. Voilà. Quand je regarde combien j'ai remboursé et de combien mon patrimoine s'est développé, c'est impressionnant, parce que je vois qu'en vérité, je n'ai plus rien fait sur ces biens-là qui sont autopilotés, qui sont ce que je disais au début, en orbite, et je me suis enrichi par le fait que je rembourse du capital à la banque. Voilà. Donc pour moi, c'est un vrai atout l'immobilier par rapport à d'autres placements. Encore une fois, en investissement, ne jamais avoir tous les œufs dans un même panier, comme on dit, c'est-à-dire diversifier. Je ne dis pas qu'il faut faire que de l'immobilier, ça peut être faire de la bourse, faire de l'immobilier, investir pourquoi pas dans l'or. Si vous êtes très joueur, une toute petite partie de votre portefeuille sur des crypto-monnaies. Je lance pas le débat des cryptos, qui est un débat à chaque fois enflammé. Mais voilà, c'est essayer d'avoir une approche diversifiée. Mais l'immobilier et l'effet de levier qu'il procure, pour moi, n'a rien de comparable. Et ce qui est génial, en fait, avec l'effet de levier en immobilier, c'est qu'une fois que vous avez mis en place ce système, encore une fois, ça se rembourse tout seul et vous vous enrichissez sans effort. Donc, ça vous empêche pas de faire d'autres placements à côté. Voilà. Merci Manuel. Allez, on va passer aux premières questions des internautes. Posez bien vos questions. Donc Mélissa demande, puisqu'on parlait de l'accès au crédit, n'est-il pas difficile d'obtenir un crédit à la banque pour un investissement locatif en France alors qu'on n'est pas résident fiscal français? Alors, difficile, oui, probablement. Plus difficile que pour des résidents fiscaux français. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein. Je ne vous dirai pas que c'est facile. Il faut savoir que déjà, les banques françaises, c'est compliqué même pour des résidents fiscaux français. C'est-à-dire que j'adore la France, j'adore mon pays, etc. J'adore les banquiers aussi, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu me développer un patrimoine de ce type-là. Néanmoins, il y a des lourdeurs administratives, il y a des normes, il y a beaucoup de défauts à notre pays. Donc oui, ça va être un petit peu un parcours du combattant. Nous, ce qu'on fait chez Investissement Locatif, c'est qu'on va vous mettre en relation selon votre pays de résidence avec le bon interlocuteur, le bon courtier, la bonne banque qui va vous permettre de vous accompagner. Il faut savoir que quand vous êtes résident, par exemple aux US, eh bien, ça va pas être les mêmes partenaires qu'on va vous recommander que si vous êtes résident en Suisse, que si vous êtes résident à Singapour, etc., ou à Dubaï. Pourquoi? Parce que les banques vont avoir plus de facilité selon les profils et en plus, ça change tout le temps. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui en matière de financement, une banque qui aujourd'hui finance des non-résidents US, donc des US personnes, eh bien demain peut-être ne va plus les financer. Alors on aura toujours des solutions, mais le point important, c'est que c'est possible. C'est possible, donc n'hésitez pas à nous solliciter.
sans engagement. Je dis toujours, on fait un rendez-vous, on vous mettra en relation, encore une fois, sans engagement, avec un de nos partenaires pour que vous puissiez voir ce qui est faisable et puis, en fonction de votre situation, lancer un projet si c'est votre souhait. Le point important par rapport aux résidents fiscaux français, c'est que les banques vont vous demander plus d'apports. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas moi qui le décide, mais c'est les normes bancaires. Donc, elles vont vous demander en général minimum 30 à 40% d'apport sur le projet. C'est-à-dire que si vous faites un projet à 200 000 euros, malheureusement, elles vont vous demander d'apporter entre 50 et 70 000 euros par exemple. Et cet apport-là, selon votre situation, selon si vous êtes chef d'entreprise, selon si vous êtes salarié, selon si vous avez un contrat local, un contrat français de travail, eh bien, elles vont pas vous demander toujours les mêmes collatéraux. Collatéraux, c'est quoi? C'est la garantie derrière, c'est-à-dire, je rentre dans des termes un peu techniques, mais parfois, elles vont vous dire, on vous demande de mobiliser 35%, mais vous n'êtes pas obligé de les investir dans le projet. Donc, on va vous prêter, par exemple, 100% du projet, mais ces 35%-là, vous devez les investir potentiellement en bourse, et nous, on va prendre ce qu'on appelle un nantissement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas retirer l'argent du compte pendant, par exemple, 5 ans, 10 ans, selon la banque, selon le deal que vous trouvez avec elle. Mais par contre, l'avantage pour vous, c'est que ça vous permet, si vous alliez faire de la bourse, eh bien, d'investir cet argent, de le faire travailler parfois avec des rendements selon ce que vous choisissez en bourse, 5%, 10%, ça existe. Et donc, eh bien, de gagner de l'argent sur votre placement et en parallèle, d'utiliser au maximum l'effet de levier bancaire. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très clair. oui, et oui, ça c'est répond à possible. Hélène aussi. Voilà, oui, Hélène, c'est possible. Beaucoup de nos clients le font. Nous vous aidons à le faire également. Après, il y a des conditions qui sont un petit peu plus strictes que pour des résidents fiscaux français parce que la banque estime prendre plus de risques, c'est-à-dire un peu plus d'apport, des taux très légèrement dégradés, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1,20 sur 20 ans, vous êtes à 1,40, mais ça reste incomparable par rapport à ce qui se préconise aux US ou dans d'autres pays du monde. Donc voilà, ça reste très intéressant. Merci Manuel. Une question de Karine. Pouvez-vous spécifier pour les locations meublées, est-ce que c'est véritablement avantageux pour les non-résidents fiscaux? Donc le thème de la location meublée. Alors, ça rebondira après sur le sujet du marché avec tout ce qui se passe. Donc, je vous ferai un point global, comme on est dans 20 villes et qu'on gère 1000 locations. Je vous dirai vraiment ce qui se passe sur le marché avec le Covid. La location meublée, vaste sujet, vaste sujet. Donc, la location meublée, c'est un régime fiscal à part en France. À part, pourquoi? Parce que en France, on a globalement deux types de location et deux types de régimes fiscaux. On a la location nue. Donc, nue, c'est-à-dire que vous louez un appartement, il n'y a pas de meubles, pour faire simple. La location nue, c'est des revenus fonciers. C'est ce que j'appelle souvent la location à la papa, pas pour être insultant, mais à l'époque, si on regarde ce que faisaient nos parents, nos grands-parents, ils achetaient un bien, ils le mettaient en location. C'était toujours de la location nue, c'était toujours du revenu foncier. Pourquoi est-ce que les investisseurs se sont mis à faire autre chose? Parce que la location nue, le problème, c'est qu'on est on est dans un régime d'imposition des loyers. Donc là, je vais déjà parler de l'imposition des loyers. Il y a plusieurs niveaux d'impôt sur l'immobilier. Il y a l'imposition des loyers, l'imposition des plus-values lors de la revente. Et après, puis il y a les taxes à côté, taxes foncières, CFE éventuelles, etc. Je vais essayer d'être clair et précis sur ces points-là. Donc, les revenus fonciers, c'est lourdement taxé. Pourquoi? Parce que vous allez encaisser 10 000 euros de loyer sur l'année, c'est-à-dire environ 800 euros par mois, pour prendre un exemple. 800 euros par mois, ça fait 10 000. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Je ne peux pas rentrer énormément dans le détail, hein, Hervé, parce que sinon, et Karine, parce que sinon, si je fais ça, ça va durer 3 heures. Donc, par contre, on a une chaîne YouTube où vous avez énormément de vidéos. J'ai fait des vidéos qui ont duré longtemps. On a fait des vidéos avec des experts comptables. Donc, regardez la chaîne Investissement Locatif si vous voulez encore plus loin. On vous enverra ça peut-être dans le prolongement de la conf. Revenu foncier, vous allez avoir vos loyers, vous allez déduire quelques charges. Et ensuite, vous allez être imposé sur le montant des loyers encaissés moins les charges. Ça, c'est les revenus fonciers, ce qui est classique. Après, il y a le micro-foncier avec un abattement de 30%. Vous encaissez 10 000 euros. Vous retirez 30% de 10 000, c'est-à-dire que vous êtes imposé sur 7 000 euros. Et ces 7 000 euros-là, vous allez payer dessus le taux minimum pour les non-résidents, qui est de 20%, plus, selon votre pays d'expatriation, donc là, c'est encore une fois compliqué, la CGCRDS ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes hors espace économique européen, l'Europe et la Suisse, pour faire simple, vous allez payer 20% plus 17%. Donc, vous allez avoir 10 000 euros encaissés, moins 30%. Donc, vous allez payer sur 7 000 euros de revenus locatifs. Et sur ces 7 000 euros, vous allez payer 37,2%. Je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire environ 2 000 euros d'impôt sur vos 10 000 euros encaissés. Ça, c'est le revenu foncier au micro-foncier. Ensuite, vous avez le revenu
BIC, donc c'est de la location meublée, au micro BIC. Là, vous allez encaisser toujours 10 000 euros de location meublée cette fois. Vous allez avoir la chance de faire un abattement non pas de 30%, mais de 50%. Pourquoi? Parce que le législateur euh, estime que vous allez avoir des meubles, donc plus de frais, donc vous faites un abattement supérieur, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous allez être imposé sur, cette fois-ci, non pas 7 000, mais sur 5 000 euros. Et sur ces 5 000 euros, eh bien, vous allez à nouveau payer 37,2% si vous êtes hors Union européenne ou espace économique européen. Si vous êtes dans l'espace économique européen, vous faites pas CSG CRDS 17,2. Vous avez une taxe de solidarité de 7,5%, donc vous allez être à 27,5%. Voilà, ça c'est les régimes micro. Si vous êtes en dessous d'un certain plafond qui change régulièrement, vous retrouverez tout ça sur notre chaîne. Mais le gros avantage en fait de la location meublée, c'est que vous avez le régime réel. Et en fait, ce régime réel, pourquoi beaucoup d'investisseurs s'engouffrent dedans, qu'ils soient résidents ou non résidents, c'est parce que ce régime réel vous permet eh bien, de faire des abattements, c'est-à-dire que vous allez encaisser 10 000 euros, vous allez enlever toutes les charges, donc charges de copro, taxes foncières, intérêts d'emprunt, donc toutes les charges récurrentes. Donc vous avez 10 000 moins vos charges de copro, vos intérêts d'emprunt, votre assurance, par exemple, habitation, etc., etc. Mais en plus, et ça, ce n'est pas possible en location nue, vous allez amortir votre bien, vous allez amortir vos travaux, vous allez amortir vos meubles. Et une fois que vous avez tout déduit, vous êtes à 0 euros imposable. Donc, vous avez bien toujours la même tranche d'imposition qui va être de 20% plus 17,2 ou de 20% plus 7,5 si vous êtes dans l'espace économique européen. Sauf que cette tranche d'imposition s'applique à une assiette, je ne sais pas si c'est clair, hein, dites-nous dans le chat, à une assiette, cette fois-ci de 0 euros. Donc, vous allez payer 27 ou 37% de zéro, c'est-à-dire zéro. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens choisissent ce régime justement de location meublée. Alors maintenant, quelle est la différence entre les résidents fiscaux français et les non-résidents? Eh bien, la principale différence, c'est que si vous êtes non-résident, vous allez ne pas être ce qu'on appelle loueur meublé non professionnel si vous dépassez 23 000 euros encaissés par an. Donc, 23 000 euros, c'est environ 2 000 euros par mois de loyer. Donc, si vous dépassez 2 000 euros par mois de loyer de location meublée, donc si vous avez de la location nue à côté, ça ne compte pas, que la location meublée, eh bien là, vous allez devenir loueur meublé professionnel. Donc, ça change tout le temps, ça a changé l'an dernier. Si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce que ça change? Vous n'allez toujours pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs tant que vous êtes à zéro, c'est-à-dire tant que vous avez de l'amortissement, du déficit et des charges qui font que vous avez un résultat imposable de 0 euros, c'est-à-dire pendant une dizaine d'années minimum. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Je fais beaucoup d'approximations, hein, je suis désolé, mais c'est des sujets qui peuvent prendre des heures à expliquer. Je le fais beaucoup sur la chaîne YouTube, donc je ne peux pas me faire une redite pendant 2 heures. Mais vous allez avoir 0 euros imposable. La grosse différence aujourd'hui, elle est double. C'est que vous allez devoir vous inscrire au SSI. Donc, c'est votre expert comptable qui fera ça, à la sécurité sociale des indépendants. Et vous allez avoir une cotisation minimale donc de 1 100 euros par an. Cette cotisation va passer en déduction aussi des revenus imposables de vos loyers, donc de vos locations meublées, mais vous allez avoir cette cotisation minimale de 1 100 euros par an. Est-ce que ça change tout? Je vous laisse en juger. Pour moi, ça ne change pas tout. Payer 1 100 euros, c'est quand même plus intéressant selon vos revenus locatifs que de payer un impôt qui va être lourd. Et après, il y a des avantages en plus à la location meublée professionnelle. Notamment, vous êtes adhérent au SSI, il faut que vous regardiez les droits que ça vous donne. On pourra vous mettre en relation également avec des experts comptables si vous nous contactez pour un rendez-vous gratuit. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire à la fin. Voilà. Principale différence également, cette fois-ci une différence qui peut être négative. Quand vous êtes loueur meublé professionnel, il y a plusieurs paliers, il y a plein de choses différentes. Vous allez être hors IFI dans des paliers en dessous de 90 000 euros de loyer imposable. Après, il y a énormément de subtilités. Donc là, il faut creuser avec un expert comptable quand vous êtes loueur meublé professionnel, parce que je ne peux pas résumer ça en 3 minutes, puis ce n'est pas le seul sujet. Ce qu'il faut retenir à mon sens, aujourd'hui, la location meublée sur le plan fiscal reste le régime le plus intéressant parce qu'elle va vous permettre d'avoir des déficits et des amortissements. Vous allez amortir le bien, ce qui veut dire que votre bien, vous allez l'amortir sur 30 ans, par exemple. Donc, si vous l'achetez 100 000 euros, 100 000 euros, je fais encore une fois une approximation, il y a une part de votre bien qui va être liée au terrain qui ne s'amortit pas pour 15%. Tout le reste, vous divisez par 30 ans, par exemple. Encore une fois, c'est un peu plus complexe. On amortit le bâti, on amortit certains éléments du bien avec des durées différentes, mais pour schématiser, vous prenez votre bien après déduction du foncier, donc du terrain qui ne s'amortit pas et qui a une valeur par exemple de 90 000 euros, vous divisez par 30 ans. Chaque année, vous encaissez 10 000 euros, vous enlevez 3 000 euros d'amortissement du bien. Vous allez amortir vos travaux, par exemple sur 15 ans. Vous avez 15 000 euros de travaux pour faire un chiffre rond. Chaque année, vous enlevez 1 000 euros pendant les 15 prochaines années. Vous allez amortir vos meubles pendant 7 ans.
Vous avez 7 000 euros de meubles. Chaque fois, je fais des chiffres ronds. Chaque année, vous enlevez 1 000 euros. Ensuite, vous allez passer, en déficit les frais de notaire, les frais d'investissement locatif qui vont se reporter en déficit pendant 10 ans. Vous allez enlever toutes vos charges. Et donc, voilà, c'est juste pour que vous compreniez, à mon sens, c'est ça qui est important là en quelques minutes, que vous compreniez la mécanique fiscale du fait que vous allez bien être imposé à 20% plus 17 ou à 20% plus 7 sur une base imposable de 0 euros. Et donc, vous n'allez pas payer d'impôt pendant X années. Chaque fois que vous faites un nouveau bien, un nouveau projet en location meublée, le déficit va s'imputer sur la poche commune. C'est-à-dire que tous vos biens meublés se compensent comme si c'était une poche. À la fin de l'année, votre comptable dit, bah voilà, vous avez 1 bien, 2 biens, 3 biens, 10 biens. Le déficit s'impute sur la globalité, les amortissements sur la globalité, etc., etc. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible sur ce point un peu technique. Et voilà. C'était très clair, Manuel. Peut-être juste une question la plus de marché, c'est-à-dire est-ce que ça se loue aussi facilement un meublé qu'un non meublé? Alors, point très très intéressant. Il y a des articles qui sont tombés en disant voilà, le marché de la location meublée est saturé, notamment dans certaines villes, à Paris, à Bordeaux. J'ai lu des articles sur ces sujets-là. Alors, quid de l'épidémie du Covid? Je vais essayer de retracer de manière schématique j'allais dire, sur un peu plus de 12 mois, parce que ça a commencé en mars 2020. Ce qui s'est passé sur les prix de l'immobilier et sur l'impact sur la partie locative, et puis essayer de vous faire un peu une prévision, même si j'ai pas de boule de cristal, en tout cas vous donner mon avis d'investisseur et puis de ce qu'on voit nous sur le marché. En mars 2020, on a eu un premier confinement en France, un confinement hyper strict par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, on est confiné, mais globalement, il y a énormément de commerces qui sont ouverts. On a le droit de se balader. Le gouvernement nous encourage à aller dehors. Ce n'était pas du tout le cas la première fois. Donc, c'est pas du tout le même confinement. D'ailleurs, au premier confinement en mars 2020, les agences immobilières et puis notre société d'investissement locatif, on ne pouvait pas travailler. On avait interdiction de travailler, donc les gens ne venaient pas au bureau, on ne pouvait pas faire de visite et c'était assez frustrant, assez compliqué. On avait un marché immobilier qui était gelé. Gelé, pourquoi? Parce qu'on attendait tout simplement de pouvoir recommencer à travailler. Quand on dit à tout le monde, vous devez rester chez vous, sinon vous avez une amende, vous ne pouvez plus bouger et vous ne pouvez plus faire de visite d'appartement, on comprend facilement qu'il y a moins de transactions qui sont faites. Beaucoup, beaucoup moins. Le volume, je ne parle pas des prix, attention, je parle du nombre de transactions, c'est effondré. Ce qui est logique, tout le monde était dans l'attente. Là, il y a eu des spéculations. On est en mars 2020, je lis des articles, les prix vont s'effondrer à Paris, moins 15, moins 20%, vous allez voir ce que vous allez voir, voilà, donc des articles de journalistes qui ont fait sensation, et en tout cas, ils ont eu beaucoup de clics sur Internet et puis beaucoup de papiers vendus, je pense, puisque voilà, ça attirait l'œil. Et moi, j'étais chez moi, j'appelais mes chasseurs immobiliers, puisque on a à peu près 70 chasseurs immobiliers qui sont sur le terrain tous les jours partout en France. Je les appelais, je leur disais, qu'est-ce que toi tu constates, quel pouls tu prends chaque jour du marché? Et ils me disaient, Manuel, mais pas du tout. S'il y avait un craquage de prix, on serait les premiers à les saisir pour nos clients, mais malheureusement, c'est pas malheureusement, tant mieux d'un côté pour ceux qui ont de l'immobilier, mais il n'y a pas de craquage de prix, il n'y a pas de moins 15, moins 1%, ça n'existe pas, c'est faux. Dès que le déconfinement a eu lieu, les prix non seulement ont résisté, mais sont repartis à la hausse. Donc là, les journalistes ont changé leur fusil d'épaule. En fait, il y a un rattrapage, l'engouement, les projets étaient gelés, ça reprend fort. Donc tout ça, vous pouvez le vérifier, c'est des articles de presse dont je parle, pour aller voir, creuser un petit peu. Les prix repartent, avec en plus, on nous disait un fort engouement dans les maisons, les résidences secondaires, les maisons de campagne. Soi-disant, les Français se jetaient et déménageaient tous. Bon, ça, c'était en tout cas une tendance sur Internet, puisque on comprend, les gens qui étaient enfermés dans les villes regardaient les annonces aussi pour rêver. Donc, il y avait une augmentation du trafic sur les annonces en bord de mer, etc. Mais ça ne s'est pas forcément traduit par une explosion du volume. Et en réalité, il n'y a pas eu d'exode massif, en tout cas pour l'instant. Il y a eu effectivement un rebond des maisons avec jardin, etc. Ça, c'est réel. Et on comprend pourquoi. Il n'y a pas eu d'exode. Les gens n'ont pas quitté la ville. En tout cas, pas sur les achats. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on s'est rendu compte qu'en fait, en réalité, non seulement l'immobilier ne baissait pas, sauf, et je vais en parler après, sauf un léger impact dans 2 villes principales qui sont Paris et Lyon, mais je vais en reparler. Mais globalement, dans les villes, on va dire secondaires, des villes où on travaille très bien nous, qui vont être Marseille, Lille, Nantes, on s'est rendu compte, Rennes, on s'est rendu compte qu'au contraire, les prix augmentaient. Et on vient d'avoir des stats là qui sont assez hallucinantes. Pour vous dire, même à Lyon, la stat qui vient de tomber, c'est qu'en 2020, les prix sur l'année 2020, selon une stat qui est tombée dans le Figaro il y a quelques jours, ceux qui lisent le Figaro pourront le contrôler, 10,2% d'augmentation sur l'année 2020. Marseille, 8,2 ou 8,4%, je veux être précis. Incroyable. C'est-à-dire que les prix ont augmenté.
dans les villes secondaires. Pourquoi? Parce que ça a été un marché de report. Pourquoi? Parce que en temps de crise économique, les Français, plus que jamais, croient en la pierre. Parce que c'est tangible, hein, c'est ce que je disais avant, c'est rassurant. Et aussi peut-être parce que les Français, comme d'ailleurs partout dans le monde, comme on est bloqué, on ne peut plus consommer. Et comme on ne peut pas consommer, eh bien on épargne. Et il y a des gros sujets là-dessus. Bruno Le Maire le disait, 200 milliards d'épargne supplémentaires au niveau des Français. C'est-à-dire que les Français ont épargné 200 milliards de plus, je crois que c'est ça le chiffre, à vérifier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, comme on ne peut pas consommer, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas profiter parce que beaucoup de choses sont fermées, bien on épargne. Et quand on épargne, on se dit, bah, j'ai cette épargne, pourquoi est-ce que je ne l'investirais pas, soit en bourse, soit dans des cryptos, soit dans l'immobilier avec effet de levier. Et on voit qu'il y a toujours un très fort attrait des Français pour l'immobilier. Sur le marché maintenant de ces deux villes qui sont beaucoup impactées parce que ce sont des villes notamment touristiques, et je pense surtout à Paris, sont des villes touristiques et ce sont des villes où le prix de l'immobilier est très élevé. Donc si on prend Paris, il faut comprendre la mécanique du marché. Je suis un peu exposé au soleil, je me décale un tout petit peu à nouveau. Si on prend Paris, il faut comprendre que beaucoup de gens vivent dans des petites surfaces du fait des prix. Et je crois que c'est un peu la même chose qui s'est passé à New York, même si je suis pas spécialisé du marché new-yorkais, pour nos amis qui sont peut-être à New York. Eh bien, vous avez un marché immobilier très cher, que ce soit à la location ou à la vente. Vous avez beaucoup de touristes. Première destination touristique mondiale, Paris, avec Airbnb qui est particulièrement fort dans cette ville. Et donc, on comprend facilement que quand vous n'avez plus de tourisme ou très très peu, parce que tout est bloqué, eh bien, tous les gens qui louaient en location courte durée se sont retrouvés un petit peu bloqués. Ils se sont dit, on a encaissé énormément d'argent pendant toutes ces années. On a des logements qui sont canons, qui sont rénovés, qui sont optimisés. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Soit on les laisse vides, mais on a des crédits en face. Soit on se dit, je fais le dos rond et en attendant, je bascule mon bien de location courte durée à location meublée classique, c'est-à-dire longue durée, quitte à gagner moins d'argent. Donc ça a fait un choc cette fois-ci de l'offre. Donc c'est-à-dire que sur le marché de la location meublée, on a vu arriver, et ça on l'a vu puisque nous on a commencé à Paris, on gère beaucoup de biens à Paris, on a vu arriver des biens qui habituellement étaient en location courte durée, qui sont arrivés sur le marché de manière assez forte. Et en plus de ça, en parallèle, on a eu un choc dans le sens inverse de la demande. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui étaient étudiants, qui étaient jeunes actifs et qui se sont dit, tout est fermé à Paris, donc la ville que j'adore, parce que moi j'adore Paris, qui est une ville dynamique où je peux être avec mes amis, il y a énormément de culture, je peux visiter des musées, je peux aller voir des spectacles, etc., etc. Je peux aller au restaurant, je passe beaucoup de temps en terrasse, je sors, etc. Tout ça, en fait, ça a été bloqué. Donc, imaginez une ville qui est géniale où on vous dit, vous devez rester chez vous. Et comme en plus, on est dans une ville très chère à l'achat, avec des prix immobiliers très chers, donc des surfaces qui sont petites, on a beaucoup de gens qui vivent dans des surfaces plutôt petites, mais qui en fait ont une vie urbaine, c'est-à-dire qui sortent beaucoup. Voilà, moi j'ai eu des locataires qui me disaient, Manuel, je te loue un 25 mètres carrés. Je pense notamment à une jeune fille qui était une super locataire pour moi, dans le 11e arrondissement, qui travaille dans une start-up incroyable autour de la nourriture et qui m'a dit, Manuel, j'ai mes parents à Bordeaux, et je vais peut-être aller pendant quelques mois, le temps du confinement, me mettre au vert. Je vais aller un petit peu chez mes parents, c'est l'opportunité de retourner un peu là-bas, et puis dès que ça se débloque, je reviens. Pourquoi? Parce qu'elle faisait l'économie d'un loyer à 1000 euros, un peu plus de 1000 euros d'ailleurs, 1150 euros, je crois, pour 25 mètres carrés. Donc forcément, elle a fait ce choix-là. J'ai reloué le bien, donc c'est pas vraiment. Mais effectivement, il y a eu une mécanique, beaucoup d'étudiants, avec les cours à distance, où on leur a dit les universités, les écoles sont fermées, beaucoup d'étudiants internationaux sont retournés dans leur pays, momentanément. Est-ce que c'est quelque chose de réel? Oui, ça impacte réellement le marché aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui va être durable? Je ne le pense pas. C'est un avis personnel. Moi, je suis investisseur, j'ai beaucoup de biens à Paris, mais je suis pas du tout inquiet parce que je sais que dès que la vie va reprendre, que les attraits, que l'attrait, les atouts d'une ville comme Paris, mais c'est aussi le cas dans d'autres villes, vont ressortir à nouveau. Le tourisme, à mon avis, ça va reprendre encore plus fort qu'avant. Mais pour l'instant, on a été obligé effectivement de s'adapter. On galère un petit peu plus à louer les biens. On a légèrement baissé les prix parce qu'il faut savoir s'adapter aussi à la demande, mais on continue à louer les biens. Et donc voilà, et les prix de l'immobilier ne se sont pas du tout effondrés. Ils sont stables, contrairement à d'autres villes où la hausse a été relativement forte. Ils sont stables avec, selon les arrondissements, des légères hausses ou des très légères baisses. Mais quand on parle de baisse à moins 2%, pour moi, ça ne s'appelle pas une baisse, ça s'appelle simplement un atterrissage et ça s'appelle un marché qui est un peu flat et qui est attentiste en attendant la sortie de crise où je pense qu'on va avoir une très forte reprise. Voilà.
Parfait, merci Emmanuel. Je ne sais pas si tu veux te Je mettre parle un petit beaucoup. peu à l'ombre ou non, non, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup, nos internautes sont là pour ça. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. On a encore à peu près une demi-heure ensemble. Continuez à poser vos questions. On va essayer d'aborder évidemment tous les thèmes. On a Oriane qui demande que se passe-t-il si le locataire ne paye plus? Comment être sûr de choisir le bon locataire? Alors ça, c'est une bonne question. Que se passe-t-il si le locataire ne paye plus? Bah, en quelques mots, il existe aujourd'hui pas mal de mécanismes. Notamment, en tant que bailleur, vous avez deux mécanismes principaux. Soit ce qu'on appelle la garantie loyer impayé. Ça vous coûte environ 2,5, donc 2,5% du montant du loyer. Et il y a beaucoup d'assureurs qui le proposent, ce qui veut dire que si le locataire paye plus, c'est l'assureur qui va vous payer le loyer. Et en échange, il va faire une action contre le locataire, bien entendu, pour l'évincer. Pendant toute la durée de l'action, vous êtes payé par l'assurance. Ça coûte 2,5% du montant du loyer, environ, ça dépend des assurances. Donc pour un loyer à 1 000 euros, ça va vous coûter 25 euros par mois. Et en plus de ça, si vous vous rappelez ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va passer en charge, donc ça va venir se déduire de vos revenus locatifs imposables, ce qui fait qu'en fait, ça vous coûte pas réellement 25 euros, mais ça vous coûte moins que 25 euros. Il y a aussi de nouveaux types d'assurances qui sont arrivés sur le marché, qui est un peu le même principe, sauf que cette fois, c'est pas le propriétaire bailleur qui le paye, c'est le locataire qui souscrit lui-même et qui paye à peu près le même montant, peut-être un tout petit peu plus, chaque mois une assurance pour qu'une assurance se porte garant de son dossier. C'est-à-dire que cette fois-ci, pareil, s'il arrête de payer, c'est l'assurance qui vous paye, sauf que c'est pas vous qui payez les 30 euros par mois, par exemple, ça va être le locataire qui va le payer. Donc il existe des solutions. Après, je tiens quand même à dire, parce que c'est souvent une inquiétude que les gens ont, il y a très très peu d'impayés. Mais quand je dis très peu, sur notre parc, ça représente une part infime. Quand on choisit bien les locataires, qu'on prend des parents garants, qu'on prend un public de jeunes actifs, de gens qui travaillent, qu'on a des logements de qualité à proposer, on attire des locataires de qualité. Et en fait, en réalité, l'impayé n'est pas un gros sujet. Après, on peut encore une fois, je le redis, se sécuriser dans une approche bon père de famille, si c'est son souhait, avec ce type d'assurance. Parfait, merci pour cette réponse. Audrey demande, est-ce qu'il est intéressant dans le cadre d'un investissement locatif de créer une SCI? Alors, ouais, ça c'est encore des sujets fiscaux. Ça peut être intéressant. Il y a deux régimes qui peuvent être intéressants. Si vous investissez en famille, donc en famille directe, parents-enfants ou conjoints, etc., vous pouvez tout à fait créer ce qu'on appelle une SARL de famille. SARL, donc Société à responsabilité limitée de famille. La SARL de famille a plus d'avantages que la SCI si vous souhaitez faire de la location meublée, puisqu'elle va vous permettre de cumuler le statut de société et le statut de location meublée LMNP, LMP, au niveau justement des gens qui sont dans cette SARL de famille. Donc ça, c'est une piste que je vous donne. Il faudra le creuser avec l'expert comptable. De l'autre côté, on a les SCI qui peuvent être effectivement un régime très intéressant pour investir. Dans ces cas-là, nous, on va privilégier les SCI à l'IS, donc à l'option de l'impôt sur les sociétés. Encore une fois, vous retrouverez beaucoup d'infos sur notre chaîne YouTube. Ça pourrait nécessiter des heures de discussion. Ce que je vous inviterais juste à faire, c'est à prendre les bons conseils, ne pas et c'est pas moi qui les donnerai, ça peut être votre notaire ou un expert comptable, mais enfin, je vous donnerai des conseils gratuits sur la chaîne, mais les statuts notamment pour bien tout sécuriser. Ne faites pas l'erreur de faire la petite économie et d'aller chercher des statuts gratuits sur Internet. Essayez plutôt d'avoir un vrai conseil avec votre notaire familial si vous avez un bon notaire. Sinon, on peut vous conseiller des gens sérieux, encore une fois. Mais voilà, c'est le seul point. Et à noter quand même que c'est un petit peu plus compliqué de se financer quand on achète en SCI et qu'on est en plus non résident que quand on achète en direct. Ça, c'est un point. Et également, que la SCI à l'IS peut engendrer des frais un petit peu supérieurs, des frais de comptabilité qui vont être de 1 500 euros par an, par exemple, pour une SCI. Donc, il faut que ce soit sur un bien avec quand même une valeur assez élevée. En gros, ne faites pas une SCI pour un bien à 100 000 ou à 150 000 euros, ce ne sera pas rentable. Souvent, on me dit, alors quel est le palier à partir duquel c'est intéressant de faire une SCI? Si vous envisagez d'acheter un ou plusieurs biens pour pour un budget de 300, 400 000 euros, à partir de 300, 400 000 euros, on juge, encore une fois, c'est une approximation, mais on juge que vous allez amortir vos frais de SCI et que ça peut devenir intéressant. Merci Manuel. Une question, est-ce qu'il faut plus se tourner vers l'immobilier ancien ou l'immobilier neuf par rapport à l'investissement locatif? Alors déjà, moi, je vends que de l'immobilier ancien. Donc, le neuf a aussi des atouts. Je respecte beaucoup le travail de nos amis promoteurs. Donc, je ne dirais pas de mal de ce dispositif. À mon sens, les atouts de l'immobilier ancien, c'est que si vous cherchez des emplacements attractifs au centre des grandes villes, par exemple, eh bien, malheureusement, souvent les programmes neufs, par définition, dans les centres des grandes villes, il y a très peu de terrains disponibles. Donc, les promoteurs ne peuvent pas forcément créer des logements neufs dans les meilleurs endroits puisqu'ils sont déjà construits.
pas si je suis clair, mais voilà. Donc souvent, ils vont trouver des terrains pas trop chers en dehors, en périphérie des grandes villes. Donc ça peut être plus ou moins attractif. Donc si vous faites de l'investissement dans le neuf, regardez bien que la zone soit attractive et que vous ne vous retrouviez pas à ce qu'on vous dise j'ai acheté à Paris, alors qu'en fait c'est dans une mauvaise situation. Je vais pas, pour pas stigmatiser un département en particulier, mais c'est dans une mauvaise situation, loin des axes, dans un quartier pas terrible, etc. Euh, parce que ça peut être le cas. Souvent, c'est le cas. On vous dit, voilà, vous achetez à Nantes. En vérité, vous n'êtes pas à Nantes. Vous êtes à 40 minutes de Nantes. Et donc, les prix qu'on vous vend comme étant Nantes, sur le papier, c'est beau. J'ai eu le cas récemment d'un client qui, en plus, est non-résident, qui me dit, on va proposer un bien à Nantes en neuf. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, bah, génial. À quel prix? Donc, on m'a dit un prix. J'ai dit, bah, ça paraît très intéressant. J'ai été honnête. Hein, je suis pas là pour faire du bashing ou lui dire de pas y aller. Et quand il m'a dit, et je lui ai dit, bah, alors c'est situé où? Est-ce que vous avez fait une petite étude comparative locale avec les prix? Parce que bah, demain, quand vous allez devoir peut-être revendre votre bien, il faut que ça puisse, puisque votre bien ne sera plus neuf par définition, si vous le gardez 10 ans, il faut que ça puisse rester intéressant. Il m'a dit, mais c'est vrai qu'en fait, le secteur est peut-être moins attractif que Nantes dans le centre, et donc c'est pas génial, etc., etc. Donc en un, regardez bien l'emplacement et vérifiez qu'il n'y a pas une surcote, parce que souvent, malheureusement, à cause des coûts de la construction, vous allez vous retrouver avec une surcote de l'ordre de 20%. C'est un peu comme acheter une voiture neuve. Vous achetez la voiture neuve, vous sortez de la concession, vous avez perdu 20%. Malheureusement, on a un peu cet effet-là dans le neuf. Après, il y a toujours des contre-exemples, donc je vous invite à bien analyser le secteur. Je suis désolé pour ça. Voilà. Deuxième plan, bah, tout ce qui est programme de type Pinel, mais ça ne concerne pas trop les non-résidents. C'est des avantages fiscaux sur l'impôt sur le revenu en France, donc ça ne vous concerne pas parce que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu en France. Souvent, on vous vend la carotte fiscale, alors qu'en réalité, on ne vous parle pas du produit. Alors qu'en vérité, ce que vous achetez, c'est un bien immobilier, ce n'est pas un avantage fiscal, c'est bien le bien immobilier que vous allez garder dans votre portefeuille pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ne vous faites pas aveugler par cette carotte fiscale. Vérifiez que le bien est intéressant. Souvent, malheureusement, l'avantage fiscal qu'on vous donne, bah, il est gommé parce que vous achetez trop cher et qu'en plus, derrière, vous allez en Pinel avoir des revenus fonciers, ce que je vous disais au début, donc de la location nue. Vous n'avez pas le droit de cumuler l'avantage Pinel avec de la location meublée. Donc, vous allez payer des impôts. On vous donne un avantage d'impôt d'un côté et de l'autre côté, on va vous imposer très rapidement sur vos revenus fonciers. Voilà, donc c'est des choses. Après, bon, il y a aussi des avantages dans le neuf. Hein. Les nouvelles normes de construction peuvent être très intéressantes parce que bah, voilà, c'est un nouveau bâtiment avec les normes actuelles, donc ça peut être mieux isolé potentiellement. Il y a aussi des avantages. Il faut peser le pour et le contre. Mais souvent, eh bien, le plus intéressant, c'est de trouver des bonnes affaires dans l'ancien et de bénéficier en plus bah, de la rénovation pour créer ce qu'on appelle de la charge intelligente, puisque tous les frais de rénovation et d'ameublement vont passer, ce qu'on a vu au tout début, en amortissement et vont venir gommer de l'impôt. Donc vous êtes gagnant doublement. Vous valorisez votre bien d'un côté et vous gommez de l'impôt de l'autre côté. Voilà. Alors, on a deux questions. François qui dit qu'il a 58 ans. Il demande quelles sont les barrières à surmonter. Et on a Sylvain donc il dit on a 69 et 70 ans. On a été refusé 3 fois car les assurances étaient trop chères. Et j'en reviens un peu à cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment ou une étape de vie qui est plus propice pour investir dans l'immobilier? Et autrement dit, est-ce que, par exemple, François, à 58 ans, a quand même des possibilités de réaliser un investissement locatif? Alors, c'est ce qui est un petit peu ingrat, c'est qu'en fait, l'immobilier, c'est beaucoup une affaire d'années. Donc, je suis désolé hein, pour ceux qui. Alors, je vais quand même pas être aussi catégorique après, mais c'est beaucoup une affaire d'années puisqu'on dit souvent investissez puis attendez, n'attendez pas pour investir. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis au début. Une fois que l'investissement est lancé, bah, l'immobilier a tendance à monter de manière continue, notamment avec ce qui est en train de se passer sur la monnaie. Bah, on a fort à parier que la monnaie va se dévaluer, ce qui fait que même si l'actif a finalement la même valeur, bah, en contrepartie monnaie, bah, il faut mettre plus de monnaie pour avoir le même actif, donc ça veut dire que les prix vont monter. Et d'autre part, eh bien, chaque mois, vous remboursez à la banque, donc c'est beaucoup une question de temps l'immobilier. C'est un peu ingrat parce que bah, j'ai souvent cette question-là. Après, vous pouvez quand même faire des choses, mais vous n'allez pas forcément pouvoir, malheureusement, le financer à crédit. C'est-à-dire que vous allez quand même pouvoir bénéficier d'un rendement qui peut être attractif, entre 4 et 10%, nous, c'est ce qu'on est capable de faire, le rendement du bien en lui-même. Vous n'aurez pas cet effet de levier qui vient maximiser le rendement. Et on pourra en reparler peut-être après de l'effet de levier, parce que c'est un point hyper important. On peut emprunter en France, effectivement. Moi, c'est le problème qu'ont eu mes parents. Ils viennent de construire une seconde maison à 62 ans. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, bah, déjà, l'assurance est très chère. Au bout de 60, à partir de 75 ans, l'assurance les exclut. Automatiquement, elle s'arrête. Ils ne sont plus assurés parce que l'assureur estime, je pense, qu'il a trop de risques. Et donc, oui, c'est plus facile de commencer plus jeune, quoi. Je ne sais pas si je réponds bien. Après, vous pouvez quand même faire des choses. Malheureusement, vous aurez moins d'effet de levier du crédit, vous payerez plus cher votre assurance, mais ça reste à étudier. N'hésitez pas aussi à nous solliciter là-dessus. On fera tout ce qu'on peut pour vous aider.
Voilà. Alors, avant d'aborder l'effet de levier, Oriane, a priori, est à l'inverse. Elle dit quel serait le montant minimum qu'il faut prévoir pour commencer un premier projet d'investissement en France. Et puis, si tu veux, Manuel, tu peux nous parler aussi justement de l'effet de levier. Donc, Oriane, il faut qu'elle mette Ouais. combien sur la table pour faire un premier projet? Ouais, bien sûr. Alors, pour démarrer, nous, on parle d'enveloppe totale. Donc, quand je vous dis qu'on démarre sur des projets autour de 100 000 euros, 100 000 euros, c'est achat, donc c'est le prix du bien, montant des travaux, montant des frais de notaire, montant des meubles et montant des honoraires. Donc, chaque euro dépensé. 100 000 euros, c'est la totalité de l'enveloppe qui inclut absolument tout, y compris nos frais. C'est comme ça qu'on calcule et c'est là-dessus qu'on vous calcule un rendement. Donc, on démarre à 100 000 euros. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 100 000 euros sur la table, évidemment pas. Ça veut dire qu'il faut arriver à financer 100 000 euros, par exemple, pour démarrer. Pour financer 100 000 euros, si la banque vous demande 35% d'apport, bah, ça veut dire que concrètement, il faut que vous apportiez 35 000 euros d'argent de votre poche et que la banque va vous prêter 65 000 euros. Ça, c'est le ticket d'entrée. Alors après, la seconde question, c'est que souvent on me dit, bah, génial, je voudrais démarrer avec 100 000 euros à Paris. Malheureusement, on ne saura pas faire dans certaines villes à 100 000 euros tout inclus pour une raison très simple, c'est que si le prix au mètre carré à l'achat, donc juste le bien dans la ville comme Paris est à 10 500 euros aujourd'hui en moyenne, hein, donc c'est le prix moyen à Paris, 10 500 euros, ça c'est hors frais notaire, hors rénovation, hors meubles, hors etc., etc. Donc, je ne vous dis pas qu'on vous fera acheter un bien à 10 500 euros, c'est pas ce que je dis, mais il y a une réalité du marché. C'est-à-dire que quand je parle d'une enveloppe à 100 000 euros, ça va être dans des zones de la région parisienne, ça va être dans des zones à Marseille, ça va être à Metz, Nancy, à des endroits qui peuvent être très attractifs et qui vont très bien se louer, mais ça ne va pas être à Lyon où c'est un marché hors de prix en prix d'achat ou à Paris ou à Bordeaux centre, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je veux quand même être très clair là-dessus. Après, on a des clients, on a beaucoup de clients qui font des projets. Quand on monte sur des projets un petit peu plus élevés en termes d'enveloppe, on peut avoir ce qu'on appelle des immeubles de rapport. C'est-à-dire que vous avez un petit bâtiment pour 350 000 euros tout inclus. On arrive à faire des petits immeubles, par exemple, de 3 appartements à Lille ou dans la région lilloise qui se louent très bien avec des rendements de 7, 7,5, 8%. On arrive à faire aussi des colocs. Selon la zone, on peut avoir des colocs à Paris sur des petites colocs de 2 colocataires qui se louent. Il y a une très, très forte demande là-dessus à partir de 350, 400 000 euros clés en main. On est sur des appartements hyper optimisés. Donc voilà, selon vos objectifs en tant qu'investisseur, selon que vous nous dites, moi, voilà, j'ai étudié à Montpellier, j'adore Montpellier, je veux investir à Montpellier. Nous, notre job, c'est pas de vous dire, je vous déconseille Montpellier. C'est de vous dire, voilà le mieux qu'on peut faire à Montpellier et voilà comment on va vous aider pour investir à Montpellier. On a des gens qui sont experts du marché à Montpellier, on a une super équipe là-bas, à Toulouse, à Nantes, enfin voilà, après j'ai cité déjà beaucoup de villes. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Très bien. Merci de continuer à poser vos questions. Il nous reste un gros quart d'heure. Sève me dit que le son est pas très bon. Enfin, mon son, en tous les cas, est pas très bon. Je ne sais pas si Manuel, tu m'entends bien, si les autres, vous m'entendez bien. Bon, moi, je m'entends Moi pas. je t'entends bien. Okay. Bon, alors j'espère que c'est le cas. De toute façon, c'est pas ce que je dis qui est le plus important. Est-ce que éventuellement, Anne-Sophie, on peut parler un petit peu Anne-Sophie demande, vous avez parlé de rendement de 4%. Alors, tu as dit, Manuel, entre 4 et 10. Comment est-ce qu'on peut... Alors, j'imagine que ça dépend de chaque demande, de chaque projet. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment tu arrives à ces rendements? Bien sûr, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc déjà, qu'est-ce que veut dire un rendement de 4% ou un rendement de 7%, 8%? 10, c'est la limite de ce qu'on sait faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, vous faites un projet, vous dépensez, pour faire un chiffre rond, vous dépensez 100 000 euros. Je redis, le prix du bien, le montant des travaux pour en faire une pépite. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur notre site sur les réalisations. Moi, je suis très fier du boulot des archis. Le montant des meubles et de la décoration, le montant des frais de notaire, le montant des honoraires d'investissement locatif. Hop, vous dépensez 100 000 euros. Eh bien, tout simplement, 4%, ça voudrait dire que vous encaissez chaque année un loyer annuel de 4 000 euros. Et en fait, comment on fait le calcul? On prend le loyer annuel 4 000 euros divisé par le montant investi total, 100 000 euros. Et donc, vous avez 4 000 divisé par 100 000, ça fait 4%. Après, c'est pareil, si on fait 7%, ça serait vous encaissez 7 000 euros de loyer annuel. 7 000 divisé par 100 000, ça fait 7%. Voilà. C'est une simple division. Ça fonctionne que vous fassiez un projet à 100 000, à 200 000, à 500 000, à 1 million, à 2 millions d'euros, comme on peut faire parfois. Quel que soit voilà, le montant, loyer annuel brut, donc c'est le loyer annuel que vous encaissez, donc c'est tout simplement le loyer mensuel, multiplié par 12 mois, divisé par le total investi, vous avez votre rendement. C'est un indicateur, il peut y en avoir beaucoup d'autres, on peut avoir le rendement net, etc., etc. Il y a plein de calculs possibles, mais ça vous permet déjà d'avoir un comparatif entre plusieurs projets. Maintenant, les gens enfin, vous qui me regardez, vous vous dites, mais Manuel, si vous faites de 4 à, mettons, 8%, par exemple, ou de 4 à 9,
Eh bien, pourquoi est-ce que j'investirais dans un bien à 4% plutôt que dans un bien à 8%? Je suis pas bête, tout le monde a envie d'avoir le plus d'argent encaissé possible, c'est normal. Pourquoi est-ce que j'investirais à 4%? Il faut comprendre que plus vous allez dans une zone, ce qu'on appelle patrimoniale, c'est-à-dire plus la zone est chère à l'achat, plus le rendement sera faible. Pourquoi? Parce que si j'achète un bien à Paris Centre, par exemple, je vais payer très cher au mètre carré, même si on vous fait faire une bonne affaire parce que nos chasseurs sont sur le terrain tous les jours, qu'on déniche une pépite avec travaux, etc., etc., ça va coûter cher à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on est dans Paris Centre. Vous n'êtes pas le seul à vouloir acheter ou la seule. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Et donc, même si on est plus réactif, qu'on est meilleur que les autres acheteurs, etc., ça va coûter cher à l'achat. Si à l'inverse, vous allez peut-être payer, je vous dis n'importe quoi, 10 000, 11 000 euros le mètre si vous êtes dans les quartiers les plus chers de Paris, à l'achat. Si à l'inverse, on vous fait investir à Roubaix, il peut y avoir des super opportunités à Roubaix. On fait beaucoup de beaux projets là-bas. On vous emmènera bien sûr dans les meilleurs quartiers de Roubaix. On sera très sélectif parce qu'on sait qu'il y a des endroits où il faut absolument pas aller. Ou à Saint-Etienne. Je l'ai pas dit, mais on est présent à Saint-Etienne. On fait des super projets hyper bien placés dans la ville. Si on vous C'est fait chez moi. investir dans ces villes, c'est chez toi? D'accord. Oui. Bah voilà, par exemple à Saint-Etienne, il y a des endroits où on n'ira Oui. jamais parce que c'est saturé, parce que oui, on peut payer pas cher, mais ça va craindre, entre guillemets, ça va pas être safe, ça va pas être un bon investissement. Pourtant, sur le papier, le rendement est bon. Nous, notre job, c'est de vous dire, il y a un bon rendement, et en plus de ça, on est dans un bon quartier, on vous explique pourquoi. Ça, c'est le job de nos chasseurs qui connaissent la ville. Je dis souvent, à Marseille, nos chasseurs ont l'accent marseillais, l'accent du sud, et à Lille, ils ont l'accent du nord. Et c'est hyper important. L'immobilier, c'est un truc local. Donc voilà, ça, c'est le point. Je me fais dévorer par les moustiques en Mon parallèle pauvre. de ce webinaire. Voilà, voilà donc, eh bien, on ne payera pas le même prix à Roubaix ou à Saint-Etienne qu'à Paris-Centre. Et en fait, le loyer va être plus cher également à Paris-Centre qu'à Roubaix ou qu'à Saint-Etienne, mais le rapport entre le loyer ne sera pas le même, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un loyer 5 fois plus élevé pour la même surface, ce qui fait que vous aurez un meilleur rendement à Roubaix, un meilleur rendement à Saint-Etienne qu'à Paris-Centre ou qu'à Lyon. Ça, c'est un fait. Alors, pourquoi est-ce que certains investisseurs disent, bah, Manuel, je veux quand même, moi, investir à Paris, investir à Lyon, investir à Bordeaux? Parce qu'en réalité, l'immobilier, c'est une affaire aussi de stratégie. Dans la stratégie patrimoniale, on a des clients qui disent, OK, moi, je m'en fous, hein, entre guillemets, je préfère avoir un rendement moins bon, pardon, mais je veux du Paris Centre parce que demain, je veux peut-être l'utiliser en pied-à-terre quand je vais revenir en France. Alors, on a des gens qui nous disent, moi, je vais peut-être avoir un enfant étudiant, bah, je me fais plaisir. Moi, j'ai plein de clients comme ça, expatriés, qui ont acheté à Paris 11e dans des super quartiers et qui ont fait des super placements puisque l'immobilier a monté énormément pendant ces années-là. Mais en plus, qui se disent, bah, plus tard, j'ai un 25 mètres carrés, je vais mettre mon enfant étudiant, j'ai 3 enfants, j'ai acheté 2 appartes, peut-être que je le mettrai à mon enfant étudiant et je serais super content parce que je serais fier de loger mon enfant ou des enfants d'amis pour un loyer peut-être modique. Voilà, donc l'immobilier, c'est tout ça, c'est une stratégie. Et c'est pas que du rendement. Donc voilà, ce qui est important pour nous quand vous faites justement ce rendez-vous, qui est un rendez-vous offert, vous avez le lien dans le chat, et qui dure entre 30 et 45 minutes. Je vous invite à le faire en visio, c'est vraiment le mieux pour avoir un vrai échange, qu'on puisse vous partager aussi des présentations, etc. Eh bien, c'est qu'on comprenne ce que vous cherchez. Et si vous cherchez eh bien, une stratégie patrimoniale, parce que vous avez déjà peut-être plus de ressources et que vous cherchez un bon placement, si vous cherchez plus une stratégie de rendement, vous cherchez un bon placement aussi, mais en plus, avec plus de rendement, on saura s'adapter. Et voilà, c'est ce qui fait la différence, tout simplement. Alors, on a une question d'Audrey qui demande ce qu'il faut penser de la location meublée étudiante. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais plan? On pourrait élargir à la location de courte durée, la colocation. J'ai entendu tout à l'heure, tu disais que tu avais toi-même des biens de colocation. Donc, est-ce que par rapport à ces différentes formules de location, tu peux nous donner ton avis? Alors oui, tout à fait. Ça va dépendre des villes, mais la plupart du temps, la location étudiante ou jeune actif, on le met un peu dans la même stratégie. C'est-à-dire que la logique quand on est investisseur, c'est toujours la même. C'est de faire des surfaces pas trop grandes, sauf si vous avez une stratégie pied à terre ou que vous le faites pour votre enfant étudiant plus tard. Mais sinon, c'est justement d'avoir une stratégie où on fait des surfaces optimisées. Donc on fait des surfaces qui sont agréables, mais on s'adapte selon la ville et on fait des surfaces pas trop grandes parce que chaque mètre carré supplémentaire est un mètre carré que vous achetez. Vous le payez dans le prix et vous ne le refacturez pas forcément autant dans la location. Qu'est-ce que ça veut dire des surfaces optimisées? Ça dépend des villes. Et c'est vraiment le marché immobilier. Notre but, c'est d'être compétitif sur un marché local. À Paris, on va faire des studios à partir de 14-15 mètres carrés pour un studio. Si on va à Lille, on va faire des studios à partir de 20-25 mètres carrés, etc. à Marseille. Donc, le but que vous allez avoir, Audrey, c'est vraiment de vous adapter au marché local, à la ville en question. On vous conseillera là-dessus. On ne va pas vous dire de faire un appartement de la même surface. On va s'adapter à la demande, puisque derrière, nous, on gère environ 1000 biens, comme je disais. Et ce qui fait qu'on a un vrai feedback demain de la location derrière. On a un historique qui s'est développé.
Et c'est ce qui fait qu'on, quand vous annonce des loyers derrière, bah, c'est 8 ans d'expérience en gestion qu'on met au service de vos projets pour savoir à combien ça va se louer. On ne sort pas un chiffre du chapeau. On sait qu'on a un historique sur cette zone-là et que bah, sur notre expérience, il faut une surface de temps, qu'une colocation va bien se louer à partir de X chambres. Il va peut-être falloir éviter parce que ça va être des trop grosses colocs pour la zone, etc. Je ne sais pas si je réponds mais, bien comme il faut à la question. Mais donc voilà, les locations étudiants, c'est intéressant. Après, il faut prendre en compte que vous pouvez peut-être avoir plus de vacances locatives selon les zones. Sur des marchés tendus, en fait, les étudiants gardent leur loyer l'été parce que c'est compliqué. Hors Covid, hein. Là, il y a encore des choses, des anomalies de marché, mais qui, selon moi, sont passagères. Mais vont garder leur loyer l'été parce que c'est compliqué de relouer à la rentrée. Ils n'ont pas envie d'arriver dans un combat à la rentrée. Et sur un marché, par exemple, très tendu comme à Paris, hors Covid, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des gens qui prenaient les loyers sans même utiliser l'appartement. Plutôt que de se retrouver en septembre et de ne pas trouver d'appart ou de payer encore plus cher, eh bien, les parents préféraient louer en juillet les biens, quitte à ne pas l'utiliser en août, mais ils savaient au moins qu'à la rentrée, c'était un problème de moins. Le logement, c'était quelque chose d'ok. Ils avaient un enfant étudiant qui était peut-être dans une nouvelle ville, qui était peut-être, voilà, ils savaient que déjà la partie logement était sécurisée. Donc, pour répondre, la location étudiant, ça fonctionne très bien. La location jeune actif également. Et la colocation permet de booster le rendement. Après, il faut avoir des surfaces adaptées. Et toujours, ce qui est hyper important plus que jamais, c'est d'être capable de faire la différence sur le marché de la location meublée. Ça veut dire quoi, faire la différence? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous dit le marché de la location meublée est saturé. Mais il faut savoir que beaucoup de bailleurs vont faire une location meublée, ils mettent la liste obligatoire minimum. Ils font du meublé, mais ils font du low cost, du minimum. Nous, on arrive avec des biens. Je vous inviterai à regarder sur notre site les réalisations et vous faire votre propre idée, mais coup de cœur. Et quand le locataire doit choisir entre deux biens meublés, il fait la visite, il a un bien parfaitement optimisé, refait par des architectes. Par exemple, on met des machines à laver dans tous nos biens. On met du service supplémentaire. En fait, quand il va arriver, il va dire bah, c'est super, ce logement-là, c'est celui-là que je veux. Et moi, j'ai déjà vu des choses, parce qu'on gère des biens qui ne sont pas rénovés également par nous. J'ai déjà vu des gens payer plus cher pour une surface plus petite parce qu'elle était justement coup de cœur et qu'en fait, il y a un côté irrationnel. Ils ont envie d'habiter dans ce bien-là plutôt que dans un bien qui est vieillot et qui est meublé, oui, mais qui n'a pas été rénové depuis 10 ans. Voilà. Allez, deux petites questions rapides. On va poser vos dernières questions. Là, on aborde les 10 dernières minutes du webinaire. Laetitia demande, est-ce que vous faites de la nue propriété? Et Karine demande, est-ce que vous faites des projets pour des locations de vacances? Alors, on ne fait pas de nue propriété, ça va être court. On ne le fait pas. Je sais que ça commence à être à la mode. J'ai pas forcément d'idée là-dessus. Enfin, si j'ai une idée, c'est que effectivement, je suis pas expert de ça, mais j'ai l'impression que j'ai parce que j'ai regardé même à titre perso, je regarde un peu tout à titre personnel. C'est que vous n'allez pas encaisser le loyer pendant de nombreuses années, vous allez en plus décaisser de la trésorerie. Donc, on va vous vendre encore une fois que ça fait un avantage fiscal. Vous avez des loyers qui sont pas imposables. Pour moi, c'est pas forcément très intéressant. Mais à nouveau, c'est à comparer. La location de vacances, on ne gère pas au sens propre, c'est-à-dire que on ne fait pas de gestion de location de vacances. On fait de la gestion de location classique, mais les appartements qu'on livre peuvent être utilisés pour la location de vacances puisqu'on fait des appartements coup de cœur qui peuvent tout à fait être adaptés pour une location Airbnb. Donc, vous pouvez tout à fait investir avec nous et puis demain déléguer à une conciergerie. On pourra vous faire des estimations dès le départ avec les conciergeries et vous pourrez l'exploiter en location courte durée absolument. J'attire quand même votre attention sur le fait que selon les villes, ça devient de plus en plus compliqué de faire de la location courte durée parce que par exemple à Paris, c'est très encadré et ça va vers un resserrement. C'est-à-dire qu'il faut avoir un local commercial, il faut avoir les autorisations, etc., etc. Donc, c'est quelque chose, selon les villes, qui est très encadré. Il faut faire attention aux dispositifs légaux pour ne pas se mettre hors la loi là-dessus. Pascal demande, quitte des plafonds de loyer imposés à Paris et des loyers que vous pratiquez. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des lois qui encadraient les loyers? Est-ce que c'est un frein finalement à l'investissement? Alors, absolument, ce n'est pas que à Paris, puisque ça a été déployé dans d'autres villes de France, et notamment je pense à Lille, je pense à Lyon. Donc en fait, toutes les villes commencent à aller vers un certain plafonnement des loyers. Ce plafonnement des loyers, il n'est pas nouveau à Paris. Il existe depuis, je ne vais pas dire de bêtises, depuis 5 ou 6 ans. Il a d'ailleurs été abrogé à un moment par le Conseil d'État parce qu'il a été jugé illégal pendant 18 mois, je crois, puis c'est revenu. En fait, la loi nous laisse appliquer ce qu'on appelle un complément de loyer pour caractéristiques de confort ou caractéristiques exceptionnelles du bien. Donc, en fait, quand vous êtes locataire en location meublée, vous pouvez justifier, donc il faut documenter au maximum et justifier des compléments de loyer, c'est-à-dire que vous avez votre loyer, vous devez être transparent avec le locataire, lui dire ça c'est le loyer de référence majoré tel que la loi l'impose. Et en plus, je rajoute un complément de loyer. Vous avez toujours la possibilité que le locataire conteste devant une commission. En 6 ans où on a eu justement des centaines de locations,
eh bien, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas ou très très peu de contestation. Quand il y a une contestation, le conciliateur va regarder la qualité de votre logement, la qualité de l'équipement, les caractéristiques de confort exceptionnelles et va arbitrer. Il y a, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun risque, je dirais que le risque est très très léger et que dans le pire des cas, c'est de la location meublée, des baux d'un an, le locataire après peut partir. On n'a jamais eu de problème où le locataire est resté et disait bah, je veux une baisse très forte. Donc, voilà. Donc ça reste très très avantageux la location meublée, même si effectivement vous avez raison de le souligner, il y a de plus en plus de normes. Ça, c'est malheureux, hein, c'est la France, donc on peut encore gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, mais il y a de plus en plus de normes à respecter et il faut être très vigilant sur ces normes. Très bien, on arrive au terme de ce webinaire. Je crois qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. J'ai vu passer aussi des questions sur le viager. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ce sujet avant de conclure avec quelque chose de plus général. Non, moi je suis encore une fois pas un expert du viager. Je m'improviserai pas sur ce sujet-là. Pour moi, à nouveau, quand j'ai regardé pour moi sur deux, trois opérations, j'avais passé cette opportunité, ça me semblait pas le plus intéressant. Après, il en faut pour tous les goûts. Pour être plus général, je vais simplement dire que mon but, c'est que vous passiez à l'action et que vous préparez votre retraite, que ce soit avec le viager, si c'est ce que vous choisissez, bah, c'est très bien. C'est mieux de faire du viager que de ne rien faire, à mon sens. Pareil avec la nue propriété, pareil avec le Pinel. Donc, souvent, on oppose les régimes, on vient taper sur le petit copain qui a un autre régime. À mon sens, ce qu'on fait, c'est un des régimes les plus intéressants. À vous de vous faire votre idée. Mais pour moi, je le dis toujours, c'est mieux de faire un bon Pinel que de ne rien faire. C'est mieux que d'acheter du neuf que de ne rien faire parce que vous allez dans tous les cas utiliser un peu la même mécanique, même si vous aurez plus d'impôts avec de la location en Pinel. En vérité, c'est justement de capitaliser grâce à un effet de levier bancaire. Faites-le parce que c'est ce qu'on dit toujours. Ne pas utiliser une capacité d'emprunt que vous avez. C'est un petit peu comme si chaque jour vous rentriez chez vous, que vous avez un tas de billets. J'aime bien cette image. Vous avez un tas de billets, peut-être 200 000, 300 000 euros que la banque est prête à vous prêter pour que vous investissiez. Vous regardez chaque jour ce tas de billets. Vous dites, là, j'ai pas le temps. Je dois regarder Netflix. Là, j'ai pas le temps. Je dois regarder un film, lire un livre, etc. J'ai pas le temps de lancer ma fusée. Et donc, voilà. Et malheureusement, après, on se retrouve plus tard à arriver à la retraite où les années passent et au bout d'un moment, on dit, mais mince, si j'avais su. Et on parle avec un ami qui lui a investi. Moi, j'ai vraiment eu le cas à titre perso et qui dit, mais putain, si je m'étais lancé il y a 3 ans, si je m'étais lancé il y a 5 ans, si je m'étais lancé il y a 10 ans. Bon, voilà, moi, mon objectif avec ce webinaire, et je le dis, je me redis, hein, je fais une redite, mais c'est que vous puissiez plus dire si j'avais su parce que maintenant, vous savez qu'il y a une opportunité et que c'est possible et que vous puissiez vous lancer, prendre ce rendez-vous offert qui vous engage à rien et qui permettra d'étudier ce qui est faisable. Et une fois que vous aurez lancé votre fusée, moi, je suis persuadé que vous serez prêt à en lancer d'autres. Et après, vous avez vos biens qui se remboursent tout seuls. Et chaque année, vous regardez, vous faites votre compte annuel et vous dites, waouh, j'ai remboursé X milliers d'euros à la banque. Mon patrimoine net a augmenté de 10 000, 20 000, 50 000 euros cette année sans que ce soit lié à mon travail. Et tout ça, vous le retrouverez. C'est du concret. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la sensation. Moi, chaque année, c'est des sommes très importantes. J'ai pas la sensation d'être plus riche. Mais mon parc se rembourse. Et à un moment, ça fait une grosse différence parce que vous allez pouvoir mettre ça au service de votre vie, quoi, de vos passions, de votre retraite, aider des enfants peut-être à faire des études supérieures, avoir un gros ballon d'oxygène financier. Et c'est vraiment l'objectif, moi, à mon sens, de l'immobilier, qui est un outil. Aujourd'hui, l'investissement immobilier, c'est un outil, donc il faut l'utiliser absolument. Voilà, je finirai peut-être là-dessus, Hervé. Eh ben, merci beaucoup Manuel. Effectivement, c'est un très beau mot de conclusion. J'ai vu que Florence dans le chat avait mis pas mal de liens vers, votre site, votre chaîne YouTube. Donc, j'encourage les internautes évidemment à aller voir. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible dans quelques minutes en replay, qu'il y aura un article dans le petitjournal.com également dans les prochains jours avec la vidéo YouTube, donc MBD. Vous pouvez la partager auprès de vos amis, connaissances qui n'ont pas pu malheureusement assister en live. Je vais repasser juste la parole à Manuel pour un petit mot de conclusion ou Ouais, rajouter quelque chose. non, je voulais juste dire quelque chose. Je crois que c'est le 13 avril. Je fais un webinaire. Je le fais toute seule avec un investissement locatif. Mais ce webinaire va peut-être vous intéresser. Peut-être qu'on relaiera l'info Hervé parce que je le fais avec un notaire qui est spécialisé dans les successions pour les non-résidents. Donc là, ça va être hyper intéressant. Succession immobilière en France pour les non-résidents. Donc, je fais des webinaires thématiques comme ça, hyper pointus. Le dernier que j'ai fait, je l'ai fait avec une avocate. Alors, c'est pas le même format, hein. Là, on l'avait fait pendant 2 heures avec une avocate fiscaliste spécialisée franco-suisse. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous voulez voir les replays. MR, Manuel Ravier, donc mr@investissement-locatif.com ou par le biais des formulaires qu'on vous a mis à dispo dans le chat. Là, c'est sur la succession des non-résidents. Ça va être passionnant. C'est un notaire de très haut niveau. Et donc voilà, donc on va déblayer tous les sujets de succession immobilière en France, que ce soit pour l'investissement ou même des successions dont peut-être vous avez hérité ou que vous souhaitez organiser aujourd'hui. Voilà, je vous invite vraiment, on essaye, nous, de faire du contenu ultra qualitatif sur différents points à destination des non-résidents, pas que.
mais aussi parce qu'on sait qu'il y a des problématiques particulières. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, écrivez-nous. Et même si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément la volonté de vous lancer, ça peut quand même être intéressant de récupérer cette info-là. Super, bah, ça sera évidemment annoncé dans lepetitjournal.com. Encore un très grand merci, Manuel Ravier, cofondateur de l'agence investissementlocatif.com, notre expert qui a répondu à toutes vos questions. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Encore un très grand merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous vous trouvez. Et puis, je vous dis à très bientôt sur lepetitjournal.com. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.